Maman a dit, Tyler et Kayla vont emménager dans ta maison le mois prochain. J'ai répondu, trop tard. Je déménage à 500 km des deux mains. Ils sont arrivés, pour se retrouver face à des panneaux vendus, et des pièces vides. Ma famille a essayé de céder ma maison, à mon frère, l'enfant chéri de la famille, et à sa femme enceinte, sans même prendre la peine de me demander mon avis. Alors, je l'ai vendu dans leur dos, et j'ai déménagé à Chicago. Ce qui a suivi, ce fut un effondrement familial total, que je savoure encore, des mois plus tard. L'histoire est longue et chaotique, alors, prenez de quoi grignoter. Je suis Brianna, 29 ans, une femme, et j'ai passé ma vie entière, à être l'option de secours, dont personne ne se souciait vraiment. Mon frère aîné, Tyler, 32 ans, a toujours été l'étoile brillante, tandis que moi, j'étais juste là, en arrière-plan. Celle qui était fiable, sur qui ils pouvaient compter, mais qu'ils n'ont jamais vraiment valorisé. La pensée après coup, le filet de sécurité, celle qui s'en sortirait toujours, peu importe ce qui arrivait. Mais, un jeudi soir d'octobre, j'ai enfin cessé d'être la dernière roue du carrosse, pour qui que ce soit. Et, honnêtement, c'était une sensation incroyable. En y repensant, je peux identifier le moment exact, où quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas, lorsque j'ai surpris mes parents en train de dire à papy, que Tyler devrait recevoir la plus grande partie de l'héritage, parce qu'il avait besoin de stabilité financière, alors que moi, je me débrouillerais toujours d'une façon ou d'une autre. Comme si, ma capacité à gérer ma vie, était en quelque sorte un défaut de caractère, qui signifiait que je méritais moins de soutien. Ce n'était pas, non plus, quand ils ont raté ma cérémonie de remise de diplôme universitaire, une chose pour laquelle j'avais travaillé pendant 4 ans, pour conduire à travers 2 États, et assister au tournoi de softball amateur de Tyler. Un tournoi, d'ailleurs, que son équipe a perdu dès le premier tour. Ils ne se sont même pas excusés, ils ont juste dit que Tyler avait vraiment besoin de leur soutien ce jour-là, et que je comprendrais, quand je serais plus âgé. J'avais 22 ans. Ce ne fut même pas le cas, lorsqu'ils m'ont pris 5 000 €, de l'argent que j'avais économisé pendant des mois, en faisant des heures supplémentaires et en sautant des repas, pour renflouer Tyler et sa femme, Kayla, après leur 3e catastrophe financière, en seulement 2 ans. Ces 5 000 € devaient être mon fonds d'urgence. Le coussin de sécurité, qui me permettait de dormir la nuit, en sachant que je pouvais faire face aux dépenses imprévues. Disparu en une après-midi, parce que Tyler avait pris de terribles décisions, et que mes parents s'attendaient à ce que je répare les pots cassés. Non. Ce qui m'a vraiment brisé, c'est la désinvolture avec laquelle ils ont pris des décisions bouleversantes pour mon avenir, sans même prendre la peine de me consulter. Comme si je n'étais qu'une ressource, qu'ils pouvaient utiliser comme bon leur semblait. Comme si mes pensées, mes sentiments, et mes projets, n'avaient absolument aucune importance, dans leurs calculs. Grandir dans l'ombre de Tyler, n'était pas seulement ma norme. C'était l'identité entière de mon enfance. Je me souviens d'avoir eu 8 ans, quand Tyler a reçu une PlayStation toute neuve, pour son anniversaire. La console haut de gamme, 3 manettes, des dizaines de jeux. Quand mon anniversaire est arrivé, 3 mois plus tard, j'ai hérité de sa vieille console portable, avec des boutons collants, et un écran qui clignotait. Maman a agi, comme si elle me faisait une énorme faveur. Quand Tyler a rejoint l'équipe de basket du collège, mes parents ont immédiatement réorganisé la totalité de leurs horaires de travail, pour assister à chaque match, chaque mardi et jeudi soir, en plus des tournois du week-end. Papa quittait le travail plus tôt. Maman échangeait ses gardes. Il s'asseyait dans les gradins, pour l'encourager, tandis que Tyler restait, la plupart du temps, assis sur le banc. Il n'était même pas titulaire, juste un joueur médiocre, qui entrait parfois en jeu au 4e quart-temps, quand le résultat du match était déjà scellé. Mais ils n'ont jamais raté un match, pas une seule fois. Pendant ce temps, j'obtenais des A-partout, je figurais sur le tableau d'honneur, 4 années de suite, et je participais à des tournois de débat, au niveau de l'État. Mes diplômes restaient sur le frigo, pendant peut-être 3 jours, avant que maman ne les remplace, par la dernière note tout juste passable de Tyler. Comme si, un petit C en anglais, méritait plus de célébration que mes réussites académiques. Tyler a besoin de plus d'encouragement, expliquait maman, chaque fois que je demandais pourquoi il ne pouvait pas venir à mes compétitions de débat. Tu es tellement indépendante, Brianna. Tu as toujours été notre petite adulte. Tu n'as pas besoin de nous là-bas, de la même manière que lui.
Petit adulte. J'ai entendu cette expression tellement de fois en grandissant, que cela aurait tout aussi bien pu être mon deuxième prénom. Petit adulte, c'était juste un code pour dire « Nous n'avons pas besoin de faire attention à toi, parce que tu ne nous causes pas de problème. » Le favoritisme a empiré, en grandissant. Tyler a abandonné l'université, après 3 semestres, entièrement financés par mes parents. Pendant ce temps, je faisais 2 boulots pour payer mes propres frais de scolarité, je gagnais des bourses, et j'ai obtenu mon diplôme, avec une moyenne exceptionnelle. Ma récompense, un texto disant « Félicitations » et une carte cadeau Target de 50 €. Pas de fête, pas de dîner de célébration, rien du tout. La fête de remise de diplôme du lycée de Tyler, même pas l'université, avait été un immense barbecue dans le jardin, avec 75 personnes, un traiteur, et un gâteau personnalisé, pour une moyenne médiocre de 2,3. L'injustice me brûlait de l'intérieur, mais j'ai continué à avancer. Je me disais que, si je faisais suffisamment mes preuves, si je travaillais assez dur, si j'accomplissais de grandes choses, il finirait par me voir. Qu'il finirait par reconnaître que je valais la peine, moi aussi, qu'on m'accorde de l'attention. J'avais tort. À l'âge de 27 ans, j'avais économisé assez d'argent pour acheter une modeste maison de 3 chambres. Rien de luxueux, mais c'était à moi. Chaque mensualité de l'hypothèque, chaque réparation, chaque meuble, j'ai tout géré toute seule. Je me souviens encore de la signature des papiers de vente, ma main tremblant légèrement, pendant que j'écrivais mon nom. L'agent immobilier m'a félicité pour l'achat d'une propriété en solo, à mon âge. J'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison, j'ai marché à travers les pièces vides, et j'ai pleuré. Des larmes de joie. Des larmes de fierté. Je l'avais vraiment fait. Tyler et Kayla, pendant ce temps, continuaient de patauger, d'une catastrophe à une autre. Tyler traitait le fait d'avoir un emploi, comme un passe-temps saisonnier. Enthousiaste pendant les premières semaines, puis de plus en plus irrégulier, jusqu'à ce qu'il démissionne, ou se fasse renvoyer. Il avait eu 7 emplois en 5 ans. Vente au détail, travail en entrepôt, chauffeur-livreur, centre d'appel, service client. Il n'a jamais tenu plus de 4 mois, nulle part. Son schéma était toujours le même. Commencer avec de grands projets, et des déclarations, sur le fait que ce travail était différent, et qu'il allait vraiment s'investir, cette fois. Au bout d'un mois, il se plaignait que son patron était déraisonnable, ou que ses collègues étaient dramatiques. Au 3e mois, il commençait à se porter pâle fréquemment. Au 4e mois, il était de nouveau au chômage, avec une histoire expliquant que ce travail ne correspondait pas bien à sa culture. Kayla n'aidait pas vraiment les choses. Elle avait un problème de dépenses compulsives, qui rendait leur situation financière exponentiellement pire. Des sacs de créateurs. Elle n'avait pas les moyens de se payer des repas au restaurant, 3 fois par semaine, et encore moins une BMW en location, qui coûtait plus cher, chaque mois, que le loyer de la plupart des gens. Elle flambait ses chèques de paie, avant même qu'ils ne soient encaissés, puis, elle faisait la surprise de découvrir que son compte était à découvert. Ensemble, ils formaient une catastrophe financière en mouvement constant. L'incident de la crypto-monnaie a été le summum de la brillance de Tyler. Il était devenu obsédé par la monnaie numérique, après avoir regardé quelques vidéos sur YouTube, faites par des influenceurs, qui conduisaient des Lamborghini de location, et parlaient de créer une richesse intergénérationnelle. Tyler a été convaincu d'avoir découvert le secret pour devenir riche rapidement. Il a emprunté 10 000 € à nos parents, qui n'avaient vraiment pas les moyens de prêter une telle somme, et il a tout investi dans une monnaie obscure, qui était soi-disant sur le point d'exploser. Il avait tout un tableau Excel, montrant comment son investissement allait être multiplié par 10 en 6 mois. La monnaie s'est effondrée en 3 semaines, perdant 90% de sa valeur en une nuit, lorsque les créateurs ont fait une arnaque, et ont disparu avec l'argent de tout le monde. Les 10 000 € de Tyler sont devenus environ 800 € en jetons numériques pratiquement sans valeur. A-t-il appris quelque chose de cela? Absolument pas. Mes parents ont continué à le renflouer. Tous les quelques mois, il y avait une nouvelle crise. Le loyer était en retard. La voiture était sur le point d'être saisie. Les cartes de crédit étaient au plafond. L'électricité allait être coupée. Et mes parents, bien qu'étant fermement issus de la classe moyenne, avec des économies de retraite limitées, parvenaient toujours à trouver l'argent d'une manière ou d'une autre. Lorsque leurs propres fonds se sont asséchés,
à force de sauver Tyler en permanence, devinez vers qui ils se sont tournés? Juste un petit prêt, disait papa, en m'appelant au travail. Sa voix prenait ce ton mesuré et prudent, comme s'il essayait de désamorcer une prise d'otage. Tyler est dans une situation vraiment difficile, en ce moment. Il a un entretien d'embauche de prévu, mais ils ont juste besoin de passer le mois. Ces petits prêts se sont accumulés, à une vitesse terrifiante. 500 € ici, quand il manquait pour le loyer. 1200 €, quand la voiture de Kayla avait besoin de réparation d'urgence. 800 €, quand le téléphone de Tyler a été coupé, et qu'il en avait besoin pour postuler à des emplois. 3000 €, lorsqu'ils étaient sur le point d'être expulsés, et n'avaient nulle part ailleurs où aller. Sur une période de 5 ans, j'ai remis à mon frère 15 000 €. 15 000 €, que j'avais gagnés grâce à un vrai travail, que j'avais économisé en faisant des sacrifices, et qui était censé construire mon avenir. Perdu à jamais, pour subventionner l'incapacité de Tyler, à se comporter en adulte. Je savais pertinemment, que cet argent ne reviendrait jamais. J'ai quand même tenu des registres méticuleux. Un tableau Excel, avec le montant de chaque prêt, la date, et leur promesse de me rembourser, dès que la situation serait stabilisée. Les choses ne se sont jamais stabilisées. Tyler n'a jamais remboursé un seul centime. Ma famille élargie a commencé à remarquer cette dynamique, lors de nos rassemblements. Les barbecues familiaux devenaient des expériences sociales inconfortables, où les gens faisaient des commentaires passifs-agressifs, sur ma générosité. Ma tante Beverly sirotait son thé glacé, et disait des choses comme « C'est tellement merveilleux de ta part, de soutenir le parcours de ton frère. Tout le monde ne serait pas aussi généreux. » La façon dont elle insistait sur le mot « généreux » rendait évident le fait qu'elle savait qu'on profitait de moi. Mon oncle riche était moins subtil. À Thanksgiving, il faisait des commentaires à voix haute, pour que Tyler puisse l'entendre. Ça doit être sympa d'avoir une sœur riche, qui te renfloue chaque fois que tu fais une connerie. Certains d'entre nous ont dû se débrouiller seuls dans la vie, sans filet de sécurité. Tyler souriait simplement d'un air suffisant, et haussait les épaules, complètement indifférent aux critiques. Pourquoi s'en soucierait-il? Tant que l'argent continuait de couler à flot, il n'avait aucune raison de changer. Bien que je sache qu'on se servait de moi, j'ai continué à assister aux événements familiaux, les dimanches, les vacances, les dîners aléatoires en semaine, quand maman m'appelait pour me dire « Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu », même si j'y étais allé la semaine précédente. J'arrivais épuisé, après avoir enchaîné une journée de 10 heures, portant encore mes vêtements de travail, car je n'avais pas eu le temps de me changer, pour finalement trouver Tyler et Kayla déjà sur place. Ils étaient étalés sur les meubles du salon, les pieds posés sur la table basse, celle où maman me disait toujours de ne pas mettre les pieds, en train de manger les restes des plats à emporter, que j'avais apportés lors d'un précédent dîner. Tyler reconnaissait à peine mon arrivée, me faisant peut-être un vague signe de la main, sans même détourner les yeux de ce qui passait à la télé. Kayla levait les yeux de son téléphone, juste assez longtemps pour me demander si je pouvais garder leur chien le week-end suivant, parce qu'ils avaient des projets. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu », juste une demande immédiate de service. Et je disais généralement oui, parce que c'est ce que je faisais. Être la fille fiable, celle qui aidait, sans jamais se plaindre. Puis, est arrivé le dîner qui a tout changé. C'était un jeudi soir, au mois d'octobre. Un temps exceptionnellement chaud, pour cette période de l'année. Je venais de terminer un énorme projet, au travail. 3 mois à analyser les protocoles de conformité, pour une fusion qui avait enfin été approuvée. Mon équipe avait célébré ça avec un gâteau, dans la salle de conférence, cet après-midi-là, et ma patronne m'avait fait allusion à une promotion en préparation. J'aurais dû être épuisée, et heureuse, prête à rentrer chez moi, pour célébrer ça avec un bain moussant, et de la télé-réalité bas de gamme. Au lieu de cela, j'avais reçu un SMS de maman, le matin même. Dîner en famille ce soir, 18h30. Ne sois pas en retard. Les points d'exclamation auraient dû m'avertir que quelque chose se tramait. Maman n'utilisait une ponctuation excessive que lorsqu'elle voulait quelque chose. Je me suis garé devant la maison de mes parents, vers 18h20, en stationnant derrière la vieille berline cabossée de Tyler, et la BMW en leasing de Kayla. Cette M3 argentée, qu'elle n'avait absolument pas les moyens de se payer, mais qu'elle conduisait quand même, parce que l'image comptait plus que la stabilité financière, dans son monde à elle.
la mensualité de cette voiture devait probablement frôler les 1400 €, ce qui était de la folie, compte tenu de l'historique d'emploi de Tyler. L'odeur des lasagnes maison de maman m'a frappé dès que j'ai ouvert la porte d'entrée. Mon plat favori. Mon plat préféré par-dessus tout. Maman ne faisait des lasagnes que pour les grandes occasions, ou lorsqu'elle voulait quelque chose, ce qui signifiait que la soirée de ce soir tombait dans la deuxième catégorie. J'aurais dû faire demi-tour à cet instant précis. J'aurais dû simuler une soudaine migraine ou une urgence au travail. Mais je ne l'ai pas fait, parce que, malgré tout, une part stupide en moi espérait encore avoir droit à des dîners de famille normaux. Brianna a appelé maman depuis la cuisine, d'une voix au ton anormalement joyeux. Un timing parfait. Nous sommes sur le point de passer à table. Tyler et Kayla étaient déjà installés dans le salon, comme si la maison leur appartenait. Tyler s'était approprié le fauteuil inclinable de papa, le bon fauteuil, celui avec la fonction de massage, que papa ne laissait jamais personne d'autre utiliser. Kayla était assise sur le canapé, les pieds glissés sous elle, faisant défiler son téléphone, et montrant occasionnellement à Tyler quelque chose qui le faisait rire. Aucun d'eux ne m'a salué quand je suis entré. Tyler m'a fait un bref signe de tête. Kayla n'a même pas levé les yeux. La table de la salle à manger était dressée pour 4 personnes, avec la belle vaisselle de maman, celle qu'elle réservait habituellement pour Noël et Pâques. Des serviettes en tissu, des verres à vin, même si j'étais la seule à boire du vin, et que j'avais conduit pour venir. Les grands plats de service élégants, qu'elle avait reçus en cadeau de mariage, il y a 30 ans. Des signaux d'alarme, partout. Je marchais droit dans une embuscade, et je ne m'en rendais pas encore compte. Le dîner a commencé de façon assez normale. Papa a posé des questions sur le travail. Je lui ai donné la version abrégée de la réussite de mon projet, regardant ses yeux se voiler, alors que j'expliquais les protocoles de conformité. Il avait toujours été plus intéressé par les histoires de Tyler, qui avaient tendance à être dramatiques et divertissantes, plutôt que techniquement professionnelles. Tyler a monopolisé la conversation, comme d'habitude. Il a passé 20 minutes à expliquer son tout dernier plan, pour gagner de l'argent. Rénover et revendre des maisons, apparemment. Le fait de visionner à la chaîne plusieurs émissions de rénovation sur HGTV et YouTube l'avait transformé en un expert en investissement immobilier, du jour au lendemain. La clé, c'est de trouver des propriétés sous-évaluées, dans des quartiers en plein essor, a-t-il dit, gesticulant avec sa fourchette pour insister. Il utilisait des expressions qu'il avait clairement mémorisées dans un podcast, sans vraiment comprendre ce qu'elles signifiaient. Tu achètes à bas prix, tu fais quelques retouches cosmétiques, puis tu revends cher, quand le marché s'apprécie. C'est en gros de l'argent gratuit, si tu sais ce que tu fais. Tyler n'avait aucune compétence en construction, aucune licence immobilière, aucun capital, et aucun antécédent d'avoir jamais mené à bien le moindre projet que ce soit. Mais bien sûr, la rénovation immobilière, c'était définitivement sa vocation. Kayla est intervenue, avec un enthousiasme à couper le souffle. Nous avons regardé des maisons en ligne. Il y a cet adorable petit bungalow, qui a juste besoin d'un coup de peinture, et de nouveaux plans de travail. Il pourrait valoir 300 000 €, après rénovation. La propriété en question était probablement mise en vente à 250 000 €, avait besoin d'une rénovation complète, allant jusqu'à la charpente, et ils avaient exactement 0 € pour un acompte, mais passons sur ces détails. Mes parents hochaient la tête avec enthousiasme, comme si Tyler présentait un véritable plan d'affaires, au lieu d'une chimère, basée sur la télé-réalité. J'ai poussé mes pattes avec ma fourchette, j'ai dit, c'est intéressant, aux moments opportuns, et j'ai compté les minutes qui me séparaient du moment, où je pourrais enfin partir. C'est là, que maman s'est raclé la gorge, de façon très délibérée. Cette petite toux artificielle, qu'elle fait, quand elle est sur le point de dire quelque chose qu'elle sait être controversée. Alors voilà, a-t-elle commencé, en jetant un coup d'œil à papa pour avoir son soutien. Nous avons eu quelques discussions en famille, à propos de la situation de Tyler et Kayla. Ça y est, on y est. Je me suis préparé à une nouvelle demande de prêt. Dans ma tête, j'étais déjà en train de calculer le solde actuel de mon compte épargne, et combien je pouvais leur donner, sans puiser dans mon fonds d'urgence, ou dans l'épargne destinée à un futur acompte immobilier. Ils traversent une période vraiment difficile, depuis que leur loyer a augmenté, a continué maman, sa voix prenant ce ton sirupeux et compatissant, et avec le bébé en route. Attendez, quoi?
Je l'ai interrompu, complètement abasourdi. Un bébé? Kayla était enceinte. C'était une nouvelle majeure, que personne n'avait pris la peine de m'annoncer, bien que j'ai assisté à 3 dîners de famille, au cours du mois passé. Oh! La main de maman a volé vers sa bouche, dans un geste théâtral de surprise. Nous pensions que tu le savais. Kayla en est à 11 semaines, c'est prévu pour fin avril. J'ai regardé Kayla, qui souriait avec cette expression arrogante, et satisfaite d'elle-même, comme si, tomber enceinte, alors qu'on est au chômage, fauché, et instable, était une sorte de réussite méritant des félicitations. Félicitations, ai-je réussi à articuler, mon cerveau essayant toujours de traiter cette nouvelle explosive. Tyler allait être père. Tyler, qui ne pouvait pas garder un emploi pendant 4 mois, ou gérer ses propres finances, allait être responsable d'un autre être humain. Donc, bref, a repris maman, visiblement désireuse de passer outre ma réaction. Nous avons trouvé la solution parfaite, pour les aider. Ils vont emménager dans ta maison, le mois prochain. Nous nous sommes dit, que tu pourrais prendre la chambre d'amis chez toi, ou rester avec nous temporairement, ou peut-être trouver un petit appartement. Puisque tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace, en vivant seul. Le temps s'est arrêté. J'ai eu l'impression que mon estomac tombait dans le vide, comme si je tombais du haut d'un immeuble. Je l'ai fixé, attendant que quelqu'un n'éclate de rire, et n'admette qu'il s'agissait d'une blague élaborée. Peut-être une caméra cachée. Cela ne pouvait sûrement pas être en train de se produire, pour de vrai. Personne n'a ri. Ma maison, ai-je finalement réussi à faire sortir, ma voix sonnant de façon étrange et étranglée. C'est tout simplement la solution la plus logique, est intervenu papa, immédiatement, en utilisant sa voix raisonnable de résolveur de problèmes. Comme si c'était une simple question de mathématiques, au lieu d'être une chose complètement insensée. Tu as 3 chambres, et tu y vis seul. Ça fait beaucoup de maisons pour une seule personne. Tyler et Kayla ont besoin de place, pour le bébé. Et cette chambre de devant, avec la grande fenêtre, serait parfaite pour une chambre d'enfant. Ma chambre de devant, avec ma grande fenêtre en bail, dans ma maison. La maison que j'avais achetée moi-même, la seule chose que j'ai jamais possédée, et qui était vraiment à moi. Nous pourrions la peindre en jaune pâle, a ajouté Kayla, en levant les yeux de son téléphone. Quelque chose de neutre, pour l'instant, jusqu'à ce que nous découvrions ce que nous attendons. Et nous devrons tout sécuriser pour le bébé, évidemment. Peut-être installer une de ces jolies barrières de sécurité, au niveau de l'escalier. Elle parlait de modifications à apporter à ma maison, comme si l'affaire était déjà réglée. Comme s'ils avaient déjà pris les mesures des pièces, et choisi les meubles. Comme si mon opinion n'était qu'une simple formalité, dont ils devaient s'acquitter. De cette façon, tu n'auras plus à te soucier de l'entretien, d'un espace aussi grand, toute seule, a dit maman, en me tapotant la main, comme si elle me rendait un immense service. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. La famille prend soin de la famille. Il ne me posait pas la question. Il m'en informait. Ce n'était ni une discussion, ni une demande d'aide. C'était une annonce, ils avaient déjà pris des décisions, concernant ma vie et ma propriété, sans m'inclure dans la conversation. J'ai regardé autour de la table. Papa hochait la tête, d'un air de soutien. Maman avait l'air satisfaite d'elle-même, pour avoir résolu les problèmes de tout le monde. Tyler avait ce petit sourire narquois, jouant sur ses lèvres, comme s'il avait gagné quelque chose. Kayla était de retour sur son téléphone, probablement en train de regarder des meubles pour bébé. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pas une explosion dramatique, mais plutôt comme la glace, qui se brise sur un lac gelé. Un changement si fondamental, que je pouvais le ressentir, jusque dans mes os. Pendant 29 ans, j'avais été la fille fiable, celle qui aide, celle qui résout les problèmes, celle qui se sacrifie pour Tyler. J'avais ravalé ma déception, chaque fois qu'il l'avait choisi, lui. J'avais souri à travers les célébrations de sa médiocrité, tandis que mes propres accomplissements étaient ignorés. J'avais prêté de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre, parce que la famille est de la famille. Et voici quelle était ma récompense. Il voulait ma maison. La seule chose que j'avais construite de mes propres mains, par mon propre travail, et mes sacrifices. Et ils s'attendaient à ce que je la leur cède sans protester, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Je me suis forcé à sourire. Vous savez quoi? Cela me semble raisonnable.
L'atmosphère à table s'est détendue instantanément, comme s'ils avaient tous retenu leur souffle. Les épaules de maman se sont relâchées. Papa a hoché la tête, d'un air approbateur. Tyler et Kayla ont échangé des regards satisfaits. On s'est dit qu'ils pourraient emménager au début du mois prochain, a dit Tyler, de façon désinvolte. Comme si nous discutions d'emprunter un livre, au lieu de prendre possession de ma maison tout entière. Ça te laisse à peu près 3 semaines, pour emballer tes affaires, et trouver une solution pour te loger. 3 semaines. Il m'avait donné 3 semaines, pour bouleverser complètement ma vie, et céder ma maison. Ça me va, ai-je répondu, en prenant une gorgée d'eau, parce que mes mains tremblaient, et qu'il me fallait faire quelque chose pour m'occuper. Je vais commencer à faire les cartons, ce week-end. Tout organisé. Parfait, m'a souri maman, rayonnante. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été tellement mature, et pratique. Tout le monde ne serait pas aussi généreux. Généreuse? Comme si je m'étais portée volontaire, au lieu d'être mise devant le fait accompli. Le reste du dîner s'est passé dans un brouillard total. J'ai souri quand il le fallait, hoché la tête aux moments appropriés, j'ai émis des sons d'encouragement génériques, pendant que Kayla parlait de prénoms de bébé, et que Tyler expliquait ses plans, pour transformer mon garage en salle de sport. Chaque mot ressemblait à un nouveau clou, que l'on enfonçait dans un cercueil. Kayla m'a montré des photos, sur son téléphone, des meubles de la chambre de bébé, qu'elle avait déjà choisi, un ensemble très cher, provenant d'une boutique spécialisée, qui coûtait plus cher que la mensualité de ma voiture. Ça sera incroyable, dans cette pièce, avec toute cette lumière naturelle, s'est-elle enthousiasmée. J'ai hâte de commencer la décoration. Ma chambre. Ma lumière. Ma maison. Quand j'ai enfin pu m'échapper vers ma voiture, vers 21h, mes mains tremblaient si fort, que je pouvais à peine tenir le volant. Je suis restée assise là, dans l'allée, pendant 10 bonnes minutes. Le moteur éteint, a fixé le vide. Puis, la rage m'a frappé. Pas une rage bruyante, faite de hurlements. Une fureur froide et silencieuse, qui remplissait ma poitrine, et rendait ma respiration difficile. J'ai réussi à rouler sur 3 pâtés de maison, avant de devoir me garer, parce que ma vision se troublait, à cause des larmes. Je me suis assise dans le parking d'un centre commercial aléatoire, et j'ai pleuré, jusqu'à en avoir mal à la gorge. Des larmes de colère, des larmes de douleur, des années de frustration et de déception accumulées, se déversant tout en même temps. Puis, j'ai essuyé mon visage, j'ai pris plusieurs grandes respirations, et j'ai pris une décision. S'ils voulaient tellement ma maison, ils allaient la voir, mais pas de la manière dont ils s'y attendaient. 2 mois plus tôt, ma patronne m'avait convoqué dans son bureau, pour ce que je supposais être un entretien de routine. Au lieu de cela, elle m'avait fait une offre. Un poste d'analyste de conformité senior, dans notre bureau de Chicago. Une augmentation de salaire de 35%, un rôle de direction, une avancée significative dans ma carrière. Le hic? Je devrais déménager. Laisser derrière moi ma maison, ma ville, la proximité avec ma famille. À l'époque, j'avais été partagé. L'opportunité était incroyable, mais partir, me donnait l'impression d'abandonner tout le monde. Maman avait fait des commentaires, sur la façon dont les familles restent proches, et comment les vraies carrières, n'exigent pas de déménager à l'autre bout du pays. Papa avait remis en question le fait, que l'augmentation de salaire vaille le coût de la vie plus élevé à Chicago. Tyler avait carrément ri, et m'avait dit que je ne survivrais jamais dans une grande ville. J'avais donc refusé, et dit à ma patronne, que j'appréciais l'offre, mais que je n'étais pas prête à déménager. Elle avait été déçue, mais compréhensive. Si vous changez d'avis, dans les prochains mois, le poste est à vous. Nous voulons vous avoir à Chicago, Brianna. Vous êtes exactement ce dont cette équipe a besoin. À présent, Chicago semblait parfait. Pas seulement parfait, indispensable. En rentrant chez moi ce soir-là, je ne suis même pas entré immédiatement. Je suis resté assise dans ma voiture, dans ma propre allée, à regarder ma maison. La petite maison plein pied, pour laquelle j'avais travaillé si dur. L'endroit où j'avais enfin ressenti, que j'étais en train de construire quelque chose de réel, et de permanent. Il voulait me l'enlever, comme si cela ne représentait rien. Comme si, moi, je ne représentais rien. À l'intérieur, je me suis servi un peu de jus de fruits, j'ai ouvert mon ordinateur portable,
j'ai retrouvé le mail de ma patronne, qui datait de 2 mois, et j'ai cliqué sur répondre. Bonjour, Jennifer. J'ai repensé au poste à Chicago, et j'aimerais l'accepter, si l'offre est toujours valable. Pour quand auriez-vous besoin que je commence? Sa réponse est arrivée dans les 20 minutes, bien qu'il soit presque 22 heures. L'offre est absolument toujours sur la table. À quelle vitesse pouvez-vous être là? Nous aimerions vous avoir parmi nous, le 1er novembre, si possible. Le 1er novembre. C'était dans 3 semaines. Exactement le délai que Tyler m'avait si généreusement accordé pour emballer toute ma vie. Le 1er novembre convient parfaitement. Je vais devoir régler certaines choses de mon côté, mais je peux respecter ce délai. Merci pour cette opportunité. Nous avons échangé des courriels pendant encore 30 minutes, réglant les détails. Le salaire, le remboursement des frais de déménagement, la date de début, des recommandations d'appartement. À 23 heures, j'avais signé une lettre d'embauche, et j'avais un plan en tête. Le lendemain matin, j'ai appelé 3 agents immobiliers, avant d'en trouver une, spécialisée dans les ventes rapides. Je lui ai expliqué ma situation, enfin, la version édulcorée, je devais déménager pour le travail, et j'avais besoin de vendre rapidement. Elle est passée dans l'après-midi, a fait le tour de la maison, et m'a donné une évaluation réaliste. Si vous affichez un prix compétitif, nous pouvons vendre ça rapidement, a-t-elle dit, en affichant des ventes comparables sur sa tablette. Je suggérerais de la lister, à environ 10 000 € en dessous du prix du marché. Dans ce quartier, avec ses caractéristiques, vous devriez avoir plusieurs offres en une semaine. Nous l'avons mise sur le marché, l'après-midi même. Les photos ont été prises le lendemain. Dès lundi, ma maison était sur le marché, avec un prix qui allait attirer des acheteurs sérieux. J'ai même inclus certains de mes meubles dans la vente, pour accélérer le processus. Le canapé sur lequel Tyler avait des vues. L'ensemble de salle à manger, que Kayla avait dit adorer. Il n'aurait rien de tout cela. Pendant 3 semaines, j'ai joué mon rôle à la perfection. Je répondais aux messages de maman, qui me demandait comment je préparais la maison, par de vagues affirmations. Yep. J'y travaille, je fais les cartons, je m'organise. Sans jamais mentir, mais sans jamais dire toute la vérité, non plus. Quand Tyler m'a envoyé un message, pour me demander si je pouvais laisser ma télé fixée au mur du salon, puisqu'il n'en avait pas d'aussi belle, j'ai répondu « On verra comment les choses se passent ». Quand Kayla a appelé, pour poser des questions sur les couleurs de peinture pour la chambre de bébé. Chaque jour, je coupais systématiquement un lien supplémentaire, avec cet endroit, et avec ces gens. J'ai embauché des déménageurs, pour dans 3 semaines. J'ai commencé à emballer, pièce par pièce, en étiquetant tout de façon méthodique. J'ai vendu les meubles, qui ne rentreraient pas dans mon nouvel appartement. J'ai presque fini de faire les cartons, leur disais-je, ce qui était vrai. J'ai trouvé une bonne situation pour me loger. Également vrai, mon nouvel appartement à Chicago, était génial. Ne vous embêtez pas à venir m'aider. Je gère la situation. C'était la chose la plus vraie, que je leur ai dite depuis des années. Tyler m'a envoyé un long message, 3 jours avant le jour prévu de leur emménagement. Il y avait clairement mis de la réflexion, ce qui était rare, chez lui. Je voulais juste te dire merci, d'être aussi cool à propos de tout ça. Je sais que c'est un grand changement pour toi, mais ça va vraiment nous aider, à nous remettre sur pied. Avoir un endroit stable pour élever le bébé, c'est tout pour nous. Tu es la meilleure sœur du monde. J'ai fixé ce message, pendant un long moment. L'audace était presque impressionnante. Il m'avait pris ma maison, et il me remerciait comme si je m'étais porté volontaire, comme si c'était un cadeau généreux, et non un vol pur et simple. Je n'ai pas répondu. La dernière semaine fut surréaliste. Je me réveillais dans ma maison presque vide, avec des cartons empilés partout, et je me sentais complètement détaché de la situation. C'était comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer, au lieu de vivre la mienne. Le mercredi, 2 jours avant la clôture de la vente, Kayla m'a envoyé un message, pour me demander si je serais dans le coin, samedi, pour les aider à emménager. Nous avons loué un camion, mais nous aurions besoin de bras supplémentaires. En plus, on veut t'inviter au restaurant après, pour te remercier. Un dîner? Il voulait m'inviter à dîner, après m'avoir volé ma maison. En utilisant probablement mon propre argent, issu de mes prêts précédents.
Désolé, je ne suis pas dispo samedi, ai-je répondu. Bonne chance pour le déménagement, cependant. Jeudi soir, ma dernière nuit dans la maison, j'ai dormi sur un matelas gonflable, dans le salon vide. Toutes mes affaires étaient soit emballées pour les déménageurs, soit déjà dans ma voiture, qui était chargée jusqu'au plafond, avec les essentiels dont j'aurais immédiatement besoin à Chicago. Je suis resté allongé là, à fixer le plafond que j'avais peint moi-même, il y a 2 ans, en écoutant les sons familiers de ma maison, qui se tassaient. Pendant un instant, je me suis senti coupable. Était-ce trop extrême, trop cruel? Puis, je me suis souvenu de l'air narquois sur le visage de Tyler, pendant ce dîner. Je me suis souvenu de Kayla, planifiant des rénovations dans ma maison, sans même demander la permission. Je me suis souvenu des 29 années passées à être le deuxième choix, le plan de secours, la personne fiable qui n'avait aucune importance. La culpabilité s'est évaporée. Vendredi matin, les déménageurs sont arrivés, à 6 heures pile. Une équipe de professionnels, très efficaces, qui ont tout chargé dans le camion, en moins de 4 heures. À 10h30, toute ma vie était dans un camion, en route pour l'Illinois. J'ai retrouvé l'agent immobilier, chez le notaire, pour finaliser la vente à midi, j'ai signé environ 4000 documents, j'ai vu l'argent arriver sur mon compte, et j'ai remis les clés au nouveau propriétaire, un jeune couple, véritablement excité d'acheter sa première maison. Les voisins sont vraiment sympas, a dit la femme, alors que nous discutions pendant le traitement des papiers. Nous avons rencontré le couple d'à côté, hier. Ils ont mentionné que quelqu'un du nom de Tyler allait emménager ici. Je leur ai dit que nous avions acheté la maison. Intéressant, ai-je dit, en gardant une expression neutre. Je me demande bien, qui est ce Tyler? Les nouveaux propriétaires en ont pris possession immédiatement. Ils avaient programmé leur propre déménageur, pour le lendemain matin, à l'heure exacte où Tyler devait se pointer, avec son camion de location, en s'attendant à prendre possession de ma vie. À 14 heures, j'étais sur la route, en direction de Chicago. Le réservoir d'essence plein, le coffre rempli de mes affaires essentielles, le téléphone complètement chargé. Mes déménageurs devaient arriver à mon nouvel appartement, le jour suivant. Tout ce que je possédais était en transit, vers une nouvelle vie. Vers 15h30, à peu près l'heure à laquelle Tyler et Kayla prévoyaient de commencer à charger leur camion, mon téléphone s'est mis à vibrer. J'étais quelque part sur l'Interstate 80, les vitres baissées, la musique à fond, me sentant plus libre que je ne l'avais été, depuis des années. Je n'ai même pas regardé le téléphone, j'ai juste continué à conduire. Le temps que je me gare enfin, dans le complexe de mon nouvel appartement à Chicago, vers 19h, j'avais 63 appels en absence, et 147 messages textes. J'ai attrapé mon sac de voyage, j'ai ignoré mon téléphone qui vibrait encore, et j'ai pris possession de mon nouvel appartement vide. J'ai commandé à manger, dans un restaurant thaïlandais en bas de la rue. Je me suis assise sur le sol de mon salon vide, sans meubles, en mangeant mon pad thaï directement dans la barquette. Mon téléphone continuait de vibrer, comme une guêpe furieuse piégée dans mon sac à main. Vers 20h, j'ai enfin regardé l'écran. Les messages vocaux de maman étaient passés de confus à en colère, puis paniqués, et enfin, dévastés. Brianna, où es-tu? Tyler est à la maison, et il y a des inconnus là-bas, qui disent qu'ils en sont les propriétaires. Rappelle-nous. Ce n'est plus drôle du tout. Qu'est-ce qu'il se passe? Ces gens ont un acte de propriété. Comment as-tu pu faire ça, à ton frère, à ta famille? Où vont-ils vivre? S'il te plaît, ma chérie, rappelle-nous. Nous pouvons trouver une solution. Dis-nous simplement, ce qu'il se passe. Les messages de papa étaient plus courts, mais plus agressifs. Explique-toi, immédiatement. C'est un comportement inacceptable. Appelle-moi maintenant. Tu as fait une énorme erreur. Cela aura des conséquences. Tyler avait envoyé environ 40 messages, allant de la confusion, à la fureur la plus totale. C'est quoi ce bordel? Il y a des gens chez toi, qui disent avoir acheté la maison. As-tu sérieusement vendu la maison? Où sommes-nous censés aller? Kayla est en train de pleurer. Elle est enceinte. Tu es en train de détruire ma famille. Je ne peux pas croire que tu me fasses une chose pareille. Je croyais que nous étions une famille. Va te faire foutre. Tu as toujours été jalouse. C'est minable, même pour toi.
Et Kayla a contribué, avec ses propres messages dramatiques. Nous sommes sans abri à cause de toi. Tu voles à ta nièce, sa chance d'avoir une vie stable. Je ne te pardonnerai jamais ça, jamais. La famille élargie avait également commencé à s'en mêler. De toute évidence, mes parents avaient activé le réseau d'appel familial, pour exercer un maximum de pression. Ma cousine Lindsay, vraiment mature, Brianna, de t'enfuir comme une enfant, au lieu d'aider la famille. Ma tante Beverly, ta mère est dévastée. J'espère que tu es fier de toi. Mon oncle riche, belle façon de traiter ton frère, alors qu'il a le plus besoin de toi. J'ai fait défiler chaque message vocal, chaque notification. Je les ai tous lus, tout en mangeant ma nourriture thaï, sur le sol de mon appartement vide. Ensuite, j'ai tapé une seule réponse, dans la conversation de groupe familial. J'ai accepté une promotion à Chicago, et j'avais besoin de vendre ma maison. J'ai conclu la vente hier. Bonne chance pour tout. Puis, je les ai tous bloqués. Maman, papa, Tyler, Kayla, chaque cousin, chaque tante et oncle, qui avaient envoyé des messages de jugement. Je les ai bloqués sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, absolument partout. Chaque contact que je coupais, me donnait l'impression de me libérer d'un poids, que je portais depuis des décennies. Mon agent immobilier m'a envoyé un message, juste avant que je n'éteigne mon téléphone. J'ai entendu dire, que votre famille a débarqué à la maison aujourd'hui. Mes clients m'ont dit, que c'était assez dramatique. J'espère que tout va bien. Encore félicitations pour la vente. J'ai répondu, tout est parfait. Merci pour toute votre aide. Ensuite, j'ai complètement mis mon téléphone en silencieux, j'ai pris une longue douche bien chaude, dans ma nouvelle salle de bain, et j'ai dormi sur un matelas gonflable, dans ma chambre vide. La meilleure nuit de sommeil, que j'ai eue depuis des mois. Mise à jour. 6 mois plus tard. Très bien, Reddit. Assez de personnes m'ont demandé des nouvelles, pour que je me décide à publier une mise à jour. Cela fait maintenant 6 mois, que j'ai ignoré ma famille pour repartir de zéro à Chicago. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, sans l'ombre d'un doute. Mon nouveau travail est incroyable. L'équipe valorise vraiment mes idées, et me donne le crédit de mon travail. J'ai déjà obtenu une autre augmentation, et j'ai été promu analyste principal, pour l'ensemble de notre division conformité. Ma patronne m'a nominé pour un programme de développement du leadership, au sein de l'entreprise, qui commence le mois prochain. Je me suis aussi fait de vrais amis, ici. Des gens qui ne connaissent rien de mon passé, et qui me voient simplement comme Brianna, et non comme la sœur de Tyler, ou la fille fiable, ou le plan de secours. Nous explorons la ville, nous essayons de nouveaux restaurants, nous faisons des voyages le week-end, à Milwaukee ou Indianapolis. Des choses normales, pour lesquelles je n'avais jamais de temps auparavant, parce que je devais toujours gérer la crise de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un, que j'ai rencontré lors d'une conférence de travail. Il est analyste des risques financiers, il vient de Minneapolis. Il est incroyablement intelligent, et me traite comme une véritable priorité, au lieu d'une obligation. Nous sommes en relation à distance depuis 3 mois, et ça se passe très bien. En ce qui concerne ma famille, j'ai tout appris par Rachel, mon ancienne collègue de travail, qui vit toujours dans ma ville natale, et qui adore les ragots dramatiques. Tyler et Kayla ont emménagé dans le sous-sol de mes parents. Le plan était soi-disant temporaire, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. 6 mois plus tard, ils y sont toujours. 3 adultes, un bébé, et le mariage de mes parents, tous entassés dans une maison d'environ 110 mètres carrés, qui était déjà trop petite pour 2 personnes. Le désastre de la crypto-monnaie s'est encore aggravé, après mon départ. Il s'est avéré, que Tyler avait investi beaucoup plus, que les 10 000 € initiaux. Il avait atteint le plafond de plusieurs cartes de crédit, dont 2 qu'il avait ouvertes frauduleusement, au nom de mes parents. Il avait emprunté à de multiples sociétés de prêts sur salaire, et avait convaincu mes parents, d'investir l'intégralité de leurs économies de retraite, dans son investissement soi-disant sûr. Quand tout s'est effondré, il s'est retrouvé avec environ 600 €, en jetons numériques sans valeur, et près de 70 000 € de dettes, répartis entre diverses sources. Mes parents ont dû contracter une deuxième hypothèque, juste pour couvrir les dettes les plus urgentes, et éviter des poursuites pénales, pour la fraude à la carte de crédit. Ils continuent tous les deux à travailler, alors qu'ils ont la soixantaine bien entamée,
parce que prendre leur retraite n'est plus financièrement possible. La maison dans laquelle j'ai grandi, ils sont en train de la perdre. Ils ont pris du retard sur les paiements de l'hypothèque, et la procédure de saisie immobilière a commencé le mois dernier. Rachel dit, ta mère a vieilli de 10 ans, en 6 mois. La tension artérielle de papa explose. Il prévoit de déménager pour un petit appartement, une fois que la saisie sera finalisée. Tyler travaille maintenant dans la vente au détail, dans un grand magasin. Son premier emploi stable depuis des années, probablement parce qu'il n'a littéralement aucune autre option. Il gagne environ 11 € de l'heure, à plier des vêtements et réapprovisionner des étagères. Kayla a trouvé un emploi dans un café, mais elle n'arrêtait pas de se porter pâle, alors elle a été renvoyée au bout de 3 semaines. Elle est au chômage depuis, blâmant sa grossesse, puis le nouveau bébé, pour expliquer pourquoi elle ne peut pas travailler. Le bébé, une fille, est né en avril. Ils l'ont appelée Brianna. Selon Rachel, Kayla a choisi ce prénom comme une sorte de rameau d'olivier. Comme si, le fait de nommer sa fille d'après moi, allait réparer, par magie, tout ce qu'ils ont détruit. J'ai découvert le prénom, grâce à un de ces réseaux de commérage d'amis de la famille. Ma première réaction a été la colère. Comment osait-il utiliser mon prénom, après ce qu'il m'avait fait? Mais ensuite, je me suis senti triste pour cette petite fille. Née dans le chaos, sans que ce soit de sa faute. Alors, j'ai fait quelque chose dont je n'ai parlé à personne. J'ai créé un fonds fiduciaire anonyme, pour ma nièce. J'ai engagé un avocat spécialisé en finance. J'ai tout mis en place, par l'intermédiaire de sociétés écrans, pour que l'on ne puisse pas remonter jusqu'à moi. Le fonds arrivera à échéance, lorsqu'elle aura 18 ans. Il y a assez d'argent, pour couvrir 4 années de frais de scolarité à l'université, plus un petit coussin, pour ses frais de subsistance. Tyler et Kayla ne sauront pas que ce fonds existe, tant qu'elle ne sera pas légalement majeure, et ils ne pourront pas y toucher. La documentation est blindée. Ma nièce aura une véritable chance, de construire sa propre vie, au lieu d'être tirée vers le bas, par les terribles décisions de ses parents. Parce que, voici la vérité, briser un cycle toxique, ne signifie pas punir des personnes innocentes. Ce bébé n'a pas choisi ce gâchis. Elle mérite bien mieux que ce que j'ai eu. Mes parents ont essayé de me contacter, par l'intermédiaire d'amis communs de la famille. Ils ont demandé à ma tante Beverly, d'appeler Rachel pour lui réclamer mes coordonnées. Ils ont demandé à de vieux amis de la famille, de m'envoyer des messages sur LinkedIn. Quelqu'un de mon ancienne église, m'a même envoyé un email à propos de la guérison familiale. J'ai tout ignoré. Puis, le mois dernier, les choses ont pris une nouvelle tournure. J'ai reçu une lettre, transférée depuis mon ancienne boîte postale. L'adresse de l'expéditeur venait de la résidence-service, où vivait mon grand-père. Mon estomac s'est noué en la voyant, car j'avais évité de penser à lui. Il avait toujours été pris au milieu des politiques familiales, et je pensais qu'il avait pris parti pour eux, après mon départ. La lettre était écrite avec son écriture tremblante. Brianna. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec ta maison, et ton déménagement. Ta mère a sa version des faits, mais je sais comment tes parents fonctionnent. J'ai vu, de mes propres yeux, comment ils ont favorisé Tyler, tout au long de ta vie, et ce n'était pas juste. Je suis désolé, de ne pas avoir pris la parole plus tôt. Je me suis laissé convaincre par eux, qu'il avait besoin de plus de soutien dans mon testament, parce que toi, tu t'en sortirais toujours par toi-même. Mais je vois bien, aujourd'hui, que si tu t'en sors si bien, c'est parce que tu n'as jamais eu le luxe d'être impuissante. J'ai tout changé. Tu recevras ce qui est juste. Je suis fier de toi, pour avoir enfin défendu tes droits. Avec tout mon amour, papy. J'ai pleuré en lisant cette lettre. C'était la première fois que je pleurais à propos de toute cette situation, depuis que j'avais conduit vers Chicago. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de gratitude. Quelqu'un avait enfin vu ce qu'il s'était réellement passé. Quelqu'un reconnaissait enfin que j'avais été traité de façon injuste toute ma vie, et que ce n'était pas normal. Papy est décédé il y a 2 mois. Une insuffisance cardiaque, pendant son sommeil. Il avait 92 ans. J'ai pris l'avion pour assister aux funérailles, j'ai logé dans un hôtel, j'ai évité ma famille pendant tout le séjour, je me suis assise au dernier rang pendant la cérémonie, je me suis éclipsé avant que quiconque ne puisse me coincer, et j'ai repris l'avion pour Chicago, le jour même.
La lecture du testament a eu lieu la semaine dernière. Papy a tenu parole. Il a laissé à Tyler exactement 1 euro, et un mot qui disait « Tu as tout eu de mon vivant. Il est temps que tu gagnes ta vie par toi-même. » Il n'a rien laissé à mes parents. Tout le reste, sa maison, ses économies, ses investissements, absolument tout, mes revenus. Après impôts et frais de succession, cela représente environ 380 000 euros. Mes parents ont immédiatement essayé de contester le testament. Ils ont affirmé que papy n'était pas sain d'esprit, lorsqu'il a apporté ces changements. Leur avocat a jeté un seul coup d'œil à la vaste documentation médicale, montrant que papy avait toujours toute sa tête, et leur a dit qu'il n'avait aucune chance de gagner. Tyler a fait une crise de nerfs totale, lors de la lecture du testament. Il a commencé à hurler, disant que j'avais empoisonné l'esprit de papy contre lui, que tout cela était de ma faute, et que j'avais détruit la famille. L'avocat a dû faire appel à la sécurité, pour l'escorter vers la sortie. Selon les dernières nouvelles de Rachel, Kayla a finalement quitté Tyler, il y a 3 semaines. Elle a pris le bébé, Brianna, et a déménagé chez ses parents, à 2 États de distance. Elle a demandé le divorce, citant l'irresponsabilité financière, et la négligence émotionnelle. Tyler vit maintenant avec mes parents, dans le petit appartement qu'ils finiront par louer, après la saisie de leur maison. 3 adultes fauchés, partageant un espace restreint, tout en prétendant que tout va bien. Pendant ce temps, je m'épanouis. J'ai utilisé une partie de l'héritage de papy, pour acheter un appartement dans un beau quartier de Chicago. J'ai payé comptant, sans hypothèque. Le reste est investi, sécurisant ainsi mon véritable avenir. J'ai passé une soirée, avec mon nouveau groupe d'amis, la semaine dernière. Quelqu'un a posé une question sur ma famille, et je me suis rendu compte que j'avais passé 3 jours entiers, sans même penser à eux une seule fois. Ils deviennent moins pertinents pour ma vie, à chaque jour qui passe. Mes parents ont envoyé un dernier message, par l'intermédiaire d'un ami commun, demandant si nous pouvions discuter, s'il y avait une possibilité de réconciliation. J'ai répondu avec une seule phrase. Il n'y a rien à réconcilier. Je ne reviendrai pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et cela nous permet de vous proposer des histoires, toujours plus nombreuses et de meilleure qualité.